Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Voix de fait, spéciale élection 2019, où j'ai le plaisir de recevoir le Parti socialiste avec Sofiane El Saïd, Abdellah Achaoui et Hassan Boussetta. Alors je vais me tourner tout d'abord vers Sofiane pour qu'il me parle un peu de ses engagements. Qu'est-ce qui l'ont mené à être 61e candidat à la région de Bruxelles? Eh bien, avant de commencer, bonjour à vous. Et j'aimerais également dire un grand bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent et les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Je suis donc 61e candidat aux élections régionales du 26 mai, emmené par notre tête de liste Rudy Vervoort. Et nous avons beaucoup de priorités, beaucoup d'engagements qui sont là pour soutenir nos citoyens bruxellois et bruxelloises et pour répondre à leurs besoins et leurs attentes. Alors mon engagement politique répond à une volonté de participer à la lutte contre toutes les formes des inégalités, paupérisation, précarité, pénurie de logement, discrimination à l'embauche, discrimination au sein des entreprises. Et je prétends qu'il n'y a pas de fatalité à la détresse sociale. Je pense qu'il y a des défis à relever, des batailles à livrer, en dehors de toute forme de résignation ou d'acceptation. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers M. Boussetta, qui est 3e à l'Europe. Donc c'est aussi un grand défi, l'Europe. Alors pourquoi cet engagement et comment est-il venu? Absolument. Bien, cet engagement sur la liste du Parti socialiste à l'Europe, il est la continuité d'autres engagements que j'ai eus dans mon parcours. Alors vous le savez peut-être, j'ai été 2 fois conseiller communal à Liège, j'ai été sénateur entre 2010 et 2014 au Parlement fédéral. Et j'ai décidé de m'engager pour l'Europe parce que je pense que l'Europe aujourd'hui est à un tournant, dans une charnière. Et on le voit partout, sur le continent européen, il y a des crises, il y a une montée des extrêmes, une montée du populisme, une montée très préoccupante de l'extrême droite. On le voit, l'extrême droite est au pouvoir en Autriche, elle est au pouvoir en Italie, ses idées sont au pouvoir en Hongrie, et dans beaucoup d'autres pays, il y a une tentation du repli sur soi, de l'extrême, du rejet de l'autre. Et tout cela, c'est véritablement préoccupant. Il y a une chose en particulier qui m'a véritablement bousculé, c'est lorsque j'ai vu un maire de la Ligue du Nord italienne décider tout d'un coup de mettre les enfants de migrants au fond de la classe, de ne plus les autoriser à percevoir les cantines scolaires, l'avantage des cantines scolaires, donc de devoir amener leur propre nourriture à la maison, de ne plus pouvoir bénéficier du bus scolaire. Et lorsqu'on voit la rapidité avec lesquelles des mesures d'exclusion radicale, des mesures d'un racisme terrible, eh bien lorsqu'on voit ça, on se dit il faut se retrousser les manches et combattre pour essayer de donner un autre avenir à l'Union européenne, un avenir fondé sur la société ouverte. Et vous savez que ici à Bruxelles, nous sommes dans une société multiculturelle, mais toute l'Europe est multiculturelle, et cette multiculturalité-là, elle est au cœur des débats que nous avons avec cette vision de la société fermée. Nous devons, qu'on soit porteur soi-même d'une différence ou qu'on soit simplement préoccupé par la création d'une société apaisée, on doit absolument s'engager pour faire en sorte que partout en Europe on puisse résister à la montée des extrêmes. Ce n'est pas le seul enjeu, c'est l'un des enjeux principaux pour moi, c'est de défendre une Europe démocratique à l'intérieur de ses frontières et une Europe démocratique aussi dans son action vis-à-vis de l'extérieur. Mais il y a d'autres enjeux qui sont importants et je pense en particulier à 2. C'est d'abord de faire face à l'enjeu environnemental et climatique et donc de faire en sorte que l'Europe soit plus durable, et il faut aussi que l'Europe soit plus sociale, et je vais y revenir dans un instant. Tout à fait, on va revenir sur les sujets brûlants. Alors je me tourne maintenant vers M. Abdellah Achaoui, qui est 4e candidat à la Chambre. Suppléant. Tout d'abord, un tout grand merci pour l'invitation. C'est toujours intéressant, bien évidemment, la bienvenue de pouvoir participer à une émission et de pouvoir s'exprimer. Je pense que l'initiative, elle est très très bonne, et je salue d'ailleurs cette excellente initiative. On en avait grandement besoin. Personnellement, évidemment, et comme mon ami Hassan vient de l'expliquer, ça s'inscrit dans la continuité, puisque je suis conseiller communal à Molenbeek depuis 2000, donc ça fait un bail, et donc je m'inscris dans cette continuité.
Je ne vais pas y revenir sur les différentes compétences que j'ai eu à prendre en main. Mais aujourd'hui, je suis échevin de la mobilité, échevin de l'environnement, échevin de la simplification administrative, des services de plantation et d'autres. Et je suis premier échevin de ma formation politique. Et dans mon engagement au niveau politique, ce n'est pas la première fois que je participe à une élection fédérale, c'est une 4e édition. Et donc je peux en toute modestie dire que j'ai une petite expérience. L'idée ici s'inscrit évidemment dans cette continuité. Alors Hassan vient d'expliquer toute la dimension plurielle du vivre ensemble, des droits de l'homme, de la tolérance, etc. à travers ce qu'il vient de nous expliquer au niveau de l'Europe. Mais évidemment ça se traduit également au niveau national. Il suffit simplement de se rappeler la législature qui se termine bientôt. Ce qu'on a vécu, c'est que les citoyens ont vécu au niveau national par la NVA, un certain nombre de choses, on y reviendra. Et je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont multiples. Ils sont d'abord bien évidemment au niveau communal, à la région, mais également au niveau fédéral et à l'Europe. Et donc la dimension et la priorité au niveau fédéral s'inscrit aussi dans ce que Hassan Boussita vient de nous expliquer, avec évidemment d'autres compétences et d'autres priorités aussi, mais on y reviendra principalement. Donc moi, en soutien évidemment à mon ami Ahmed Laouaj, qui tirera la liste au niveau fédéral, c'est un enjeu de taille, et donc on a cette responsabilité aujourd'hui de pouvoir porter le Parti Socialiste aux commandes, parce qu'on l'a vu, on a subi un certain nombre de situations très tragiques, très dramatiques. Les citoyens au niveau national, que ce soit à Bruxelles et autres, ont vécu une situation très chaotique, et donc on ne pourra pas se permettre de revivre la même chose. Vous avez tous déjà touché plusieurs enjeux, et donc comme vous êtes échevin de la mobilité aussi, la première question pour les Bruxellois, aussi pour l'économie bruxelloise, pour les emplois à Bruxelles, c'est cette fameuse question de mobilité. Alors on a beaucoup, c'est aussi un problème qui touche les grandes capitales européennes, qui ont sont tous venus avec des solutions, mais on peut voir avec la pollution de l'air, ça touche aussi évidemment l'environnement, on peut voir qu'on est encore, comme dirait M. Macron, on n'y est pas encore. Alors, quels sont pour vous donc les enjeux primordiaux de passer vraiment d'une mobilité plus intermodale, peut-être quels sont donc les enjeux principaux pour vous, Monsieur Achaoui? Moi, j'ai la chance justement, en tant qu'échevin de la mobilité au niveau local, mais s'il y a bien une compétence qui ne peut rester au niveau local, la mobilité, elle touche tous les échelons. Donc local, régional, fédéral, et je pense que c'est une compétence qui se doit d'être appréhendée par tous les niveaux de pouvoir. Je pense que lorsqu'on touche à un point A, il y a une modification, il y a un sens qui est changé, on perturbe le point B par définition. Et donc la mobilité, elle est liée à tout, à l'environnement, au climat, on l'a bien vu par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau climat. Eh bien, la mobilité se doit être vue différemment. Je pense qu'au niveau politique, on ne lui a pas accordé, je dirais, l'attention particulière aujourd'hui, et plus que jamais, la mobilité est au centre de tous les débats. Au niveau local, il y a des mesures qui sont faites, mais directement attributées au niveau régional et surtout au niveau fédéral, parce que c'est une compétence à la fois régionale, avec des champs d'action au niveau communal, mais si demain on vient avec une politique vraiment construite, avec des moyens colossaux, avec une synergie bien au-delà des frontières, il y a des initiatives, et le PS propose effectivement dans son volet mobilité, on y reviendra, des actions concrètes, préconisant évidemment la mobilité douce, tout en mettant en évidence la situation du climat, le métro. Ah oui, alors le métro, parce que nous avons reçu d'autres formations et on a posé la même question. Alors le métro, pour, contre, quelle est votre position? Bien évidemment, nous en tant que socialistes, on est pour, justement parce que le transport commun est une alternative, plus qu'une alternative, c'est une solution en soi pour la mobilité au sens large du terme. On ne peut pas concevoir Bruxelles encore congestionnée de la sorte avec des voitures, et donc il y a les vélos, il y a d'énormes alternatives, et le métro constitue un élément essentiel dans la perspective de demain. D'ailleurs, c'est pour ça que le PS aujourd'hui a mis sur table des projets conséquents associés à d'autres formules de transport, mais en tout cas, le métro constitue une solution en soi. Je vais me tourner vers Sofiane pour une question
question plus focalisée sur la région, parce que bon, on a parlé, on sort quand même d'une législature assez chaotique au niveau de la mobilité, avec l'histoire des tunnels et tout ça. Et on s'est quand même rendu compte qu'il y a un minimum de coordination qu'il faudrait peut-être avoir, même au niveau des travaux et tout ça. Quelles sont pour vous vos priorités à la région pour essayer de coordonner un peu toutes ces 19 communes dans leurs travaux, dans leurs efforts de mobilité douce et même d'autres mobilités? Eh bien écoutez, comme l'a dit notre échevin M. Achaoui, la mobilité est une question à la fois régionale et fédérale. Il y a des actions concrètes qui vont être mises en place. Nous sortons d'une législature sous notre ministre-président Rudy Verwoerd qui a un objectif clair et net. Et au sein du Parti socialiste, ce que nous voulons faire, c'est améliorer tout d'abord et principalement la qualité de vie des Bruxellois. Nous avons parlé du métro notamment, donc nous tendons vers la gratuité des transports en commun pour les jeunes jusqu'à 25 ans et des plus de 65 ans. Nous avons besoin, je pense, de la mobilité en général. Donc, c'est-à-dire les trams, les bus, les métros, les voitures également. Nous avons beaucoup de nafteurs qui viennent à Bruxelles, beaucoup qui quittent Bruxelles également. Donc, je pense que la solution des métros, la gratuité, donc le fait de tendre vers la gratuité des transports en commun résoudra beaucoup de soucis et des défis qui restent à relever ici à Bruxelles. Alors, à la gratuité, moi, je vous poserai la question, à mon avis, beaucoup de citoyens. Bon, on trouve les ressources, le financement où? Écoutez, les financements, à partir du moment où on sait gérer les différents financements à Bruxelles et qu'on a un objectif commun avec les différentes formations politiques, et premièrement au sein du PS, je pense qu'il est tout à fait possible de tendre vers cette gratuité ici à Bruxelles. Donc pas de nouvelles taxes pour pallier la gratuité du métro. Donc pas du tout. À mon avis, c'est un tout sujet c'est très important tout à fait. pour les citoyens, oui. avec le coût de la vie, on va aborder. Alors maintenant, je vais me tourner vers Monsieur Boussetta. Au niveau européen, la mobilité est un peu différente et puis c'est plus les transports. Mais bon, on a vu beaucoup pendant cette législature des scandales alimentaires, de viande qui vient de Roumanie et puis qui passe par tellement d'autres pays. Donc il y a tout ce trafic de camions principalement. Et puis aussi la pollution des avions. Est-ce qu'on va mettre une taxe européenne sur les avions, etc. pour pallier à cette démocratisation qui est quelque chose quand même de très bien avec des compagnies, même si Ryanair, sans en faire de la publicité, est un peu a permis quand même à énormément de gens de partir en avion et d'utiliser ce mode de transport. Mais bon, on se retrouve, par exemple, si je veux aller faire un Bruxelles-Paris, mon option la moins chère, c'est le bus. Alors, qu'est-ce que... Bien sûr, les enjeux de mobilité sont articulés évidemment à des enjeux de transition. Notre économie doit opérer une transition pour sortir d'une économie qui est essentiellement basée sur le carbone. Et donc ça, c'est une évidence qu'il faut envisager des alternatives à la route, des alternatives au transport en camion. Il faut développer tout ce qui peut permettre par exemple le ferroutage, l'intermodalité entre les voies ferrées, les voies routière. Donc, bien entendu, il y a une grande transition à faire. Mais il faut penser cette transition-là d'une certaine manière, parce que la transition, et ses coûts seront très élevés, il faut la penser du niveau européen jusqu'au niveau le plus local. Cette transition, elle doit se faire et se financer. Or, les coûts sont très importants et ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on fasse cette transition avec une préoccupation pour les plus démunis, pour les plus faibles. J'ai été frappé récemment par une étude qui a été publiée dans l'Écho, les résultats d'une étude qui ont été menée par la Fondation Bruegel, qui nous dit que la plupart des mesures mises en discussion aujourd'hui, peut-être à l'exception de la taxe sur le kérosène, la plupart des mesures mises en discussion sont régressives sur le plan social. Qu'est-ce que ça veut dire une mesure régressive sur le plan social? C'est une mesure qui va finir par fiscalement impacter beaucoup plus fort les bas revenus.
Alors, ce que nous on dit, c'est que dans cette transition, ce sont les plus grands pollueurs qui doivent prendre la part la plus importante du financement, et il faut aussi imaginer des mécanismes qui permettent au pouvoir public, à la puissance collective, d'investir d'une manière qui permette d'améliorer notre performance sur le plan environnemental. Et ça ne peut se faire que si on a des États forts. Or, depuis ces dernières années, on voit des gouvernements, et en particulier en Belgique au niveau fédéral, mais c'est vrai ailleurs en Europe, qui désinvestissent. Un exemple, c'est la SNCB. Si vous voulez développer des alternatives à la voiture et au transport carboné, vous devez avoir un service du chemin de fer public qui soit performant. Or, quand je regarde les statistiques récentes qui sont publiées par la SNCB, on n'a pas le sentiment qu'on va dans cette direction. Il faut savoir qu'en Belgique, un train sur deux est en retard. Un train sur deux. Donc si on n'investit pas dans le bien commun, dans le bien public, et le bien public, c'est la SNCB, c'est la STIB, ce sont tout ce qui permet d'organiser cette transition vers d'autres modalités de mobilité. Donc, bien sûr, l'Europe a un rôle à jouer, et comment est-ce qu'elle peut le jouer? En régulant. La principale fonction de l'Europe, c'est de définir des règles qui nous permettent de converger. Et si on peut s'accorder sur un certain nombre de règles minimales au niveau européen pour permettre justement de sortir du tout à la voiture, du tout au transport en camion, du tout au transport maritime aussi, qui est aussi extrêmement pollueur, eh bien on aura peut-être progressé. Mais ça veut dire l'organisation d'une transition qui est globale. On ne peut pas simplement dire on va mener des actions particulières qu'on va financer par de la fiscalité sur le simple citoyen qui va porter la lourde part de cette transition. Il faut le penser de manière beaucoup plus globale, je pense. On a touché donc l'environnement qui semble, avec surtout les changements climatiques, qui semble avoir le vent en poupe ces derniers temps. Alors maintenant, si je m'adressais à Monsieur Achaoui, vous avez vu nos jeunes dans la rue chaque jeudi, des milliers de jeunes qui défilent pour notre avenir, pour lutter contre le changement climatique. Si maintenant ces jeunes étaient en face de vous, que leur diriez-vous ? Je leur dirais, de toute façon, ils ont raison. Mais ce qui est important à signaler, c'est qu'aujourd'hui, ce sont nos jeunes, nos enfants qui prennent quelque part cette initiative, ce combat. Chose qui est exceptionnelle en soi, puisque généralement les jeunes étaient écartés de cette matière-là, de ce combat-là. Aujourd'hui, la conscientisation est là, et je pense que tout un chacun est davantage plus conscient parce que à l'extérieur, ce sont nos enfants qui combattent quelque chose, qui défendent un principe fondamental qui est le climat. Et je pense que là, il y a une prise de conscience, qu'on le veuille ou pas, que ce soit au niveau du politique, que ce soit au niveau de la société en elle-même, qu'il va falloir absolument agir concrètement, parce que la notion du climat a toujours été restée très théorique. D'une certaine manière, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, on est conscient, et je pense que le signal qui a été donné par les jeunes, d'une manière durable, je dirais, nous oblige quelque part. Quand je dis nous, c'est le politique, c'est la société en elle-même, d'être pragmatique par rapport à un certain nombre d'actions et de dire aujourd'hui, il y a quelque chose à faire parce que c'est urgent. Donc ils ont raison, et si je devais retrouver les bancs de l'école, j'y serais parmi eux, bien évidemment, parce que c'est un combat légitime qui ne peut pas laisser toute personne indifférente. C'est impensable, et je pense qu'on se doit. Alors au niveau local, bien évidemment, encore une fois, c'est comme la mobilité, et Hassan a tout à fait raison, c'est une vision globale qu'il va falloir, parce que le climat ne pourra pas être résolu si cette conscientisation n'est pas généralisée au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, parce que c'est encore au-delà de la mobilité, c'est une question encore internationale. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en Afrique, etc., évidemment, il y a des répercussions au niveau climatique ici. Donc voilà un enjeu de taille, et nous devons sortir de ces enjeux politiques. Ça, c'est un parti ou pas, mais c'est une question vitale du climat aujourd'hui, et on a cette obligation de pouvoir s'inscrire dans cette logique-là. Alors demain, vous allez vous retrouver au fédéral en position de faire peut-être une coalition gouvernementale, et par contre le nord du pays n'a pas du tout cette urgence, a l'air de ne pas avoir du tout cette urgence climatique parmi les partis qui évidemment
font de grands scores dans le nord du pays. Alors comment allez-vous lors du deuxième tour de nos élections, puisque les négociations c'est un peu le deuxième tour, comment allez-vous mettre sur la table, est-ce qu'il y a des propositions concrètes, puisqu'on a vu quand même la loi climat, c'était un peu laborieux par rapport à l'énergie de nos jeunes. Donc, quelques pistes peut-être Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'une région par rapport à l'autre est en marge, mais la question n'est pas là. Je pense que si, nous en tout cas, le Parti Socialiste a mis comme priorité la problématique du climat. Et donc, demain, si on est amené à négocier, à discuter, bien évidemment, ça sera prioritaire. Alors, le volet climat dans notre programme, il est étayé, il est très complet, avec des propositions très concrètes qui sont suivies également par d'autres partis politiques. Donc ceux qui sont aujourd'hui en marge sont marginaux, je dirais, et je ne pense pas que demain dans la négociation, il y aura des difficultés, puisque encore une fois, je me répète, c'est une thématique, c'est un enjeu de taille que tout parti démocratique aujourd'hui se doit de défendre. Et donc je ne m'inscris pas dans cette logique de dire, ok, les Flamands ou la Flandre étant en retrait par rapport à la Wallonie et autres, à un certain moment la raison reviendra, et donc je pense que je suis confiant par rapport à cette thématique-là, parce qu'elle est portée par des jeunes, elle est portée par la société, elle est portée par des politiques, et le mode de financement se doit d'être également perçu différemment. D'accord. Et à l'Europe, make our planet great again. Je pense que c'est important de le souligner quand même, que l'Union européenne est quand même un exemple dans le monde au niveau de l'ambition des enjeux climatiques. Ils ont pris quand même conscience. Il y avait le fameux Green Week chaque année et tout ça. Et donc, comment en l'Europe et le Parlement européen principalement peuvent influencer justement les pays ou les régions qui sont un peu plus réfractaires ou un peu plus prudentes, je dirais, dans les enjeux climatiques, et toutes ces solutions, comment peuvent transformer vraiment l'Europe des territoires, des terres en une politique climatique digne de l'Union européenne, et comment l'Union européenne est perçue dans le monde. Et les enjeux vont être très importants dans les années à venir, et vous avez raison de souligner que les enjeux se posent au sein de l'Union européenne, au niveau de la commune, au niveau de la région, au niveau du pays, mais on ne réglera pas les enjeux climatiques et environnementaux tout seul. C'est-à-dire qu'on pourrait se donner les meilleurs critères, les meilleurs indicateurs, les meilleures performances environnementales, que on ne serait pas encore sorti d'affaire, parce que le climat est une affaire globale, c'est une responsabilité collective. Et donc on a des enjeux, parce que le monde dans lequel on vit est un monde où l'Europe est en train de s'affaiblir. Pour la première fois de son histoire, elle est confrontée à la volonté d'un État de sortir. On voit que les forces eurosceptiques s'accroissent, donc il y a un enjeu de garder un espace de coopération européen fort si on veut déjà résoudre la question sur le continent. Mais vous savez aussi que l'Europe demain va être confrontée à l'émergence très forte de la Chine sur la scène internationale. C'est déjà le cas. En 2050, la Chine sera la première économie au monde. Si on laisse une économie chinoise se développer en dehors de toute préoccupation liée à l'environnement, on n'aura pas gagné grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ma vision à moi de l'Europe, c'est pas un espace qui a vocation à s'inscrire dans une volonté de puissance ou de puissance militaire. Un, nous n'en avons pas les moyens, et deux, c'est pas la vocation qu'on doit avoir. Notre vocation, ça doit être dans toutes les enceintes internationales de renforcer une voix européenne qui sensibilise à cette responsabilité collective qu'on a vis-à-vis du climat. Et ce n'est pas évident, parce que beaucoup de pays africains nous disent « mais vous avez été les premiers à développer ces technologies polluantes, à développer des systèmes, des techniques qui dégradent l'environnement ». Il va falloir se mettre à table avec eux, comme on le fait déjà. Les réunions du GIEC sont déjà des grandes réunions où on discute de continent à continent, d'État à État, sur les progrès qu'on peut faire vers la limitation des émissions de gaz issus des techniques carbonées. Donc il y a un enjeu pour l'Europe de s'inscrire dans cette dynamique internationale. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que vous voyez ce qui se passe. Moi, je viens d'une ville qui est une ville importante en Wallonie, qui est Liège.
À Liège, nous avons l'installation maintenant d'une entreprise chinoise qui est bien connue, qui s'appelle Alibaba, qui est une entreprise qui a moins de 20 ans. Tenez-vous bien, elle a moins de 20 ans, ce qui déjà témoigne de la rapidité des changements économiques auxquels on doit faire face. Cette entreprise, elle vient et elle aurait souhaité travailler selon des méthodes de travail chinoises, c'est-à-dire acheter un terrain, construire ses hangars et mettre en place des mécanismes d'organisation du travail chinoise. Bon, nous avons dit... nous ne nous opposons pas, mais nous allons vous imposer par contre toute une série de réglementations sur le plan social de l'organisation du travail et sur le plan environnemental. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut travailler, c'est de cadrer et de réguler la mondialisation, de lui donner des règles, puisque ces dernières années, on a surtout assisté à une mondialisation sauvage qui a eu des effets très néfastes sur l'environnement. Donc on doit mettre des règles balisées chez nous, mais aussi sensibiliser pour que ce soit balisé à l'échelle internationale. Et donc on doit s'inscrire dans l'accord de Paris, dans les négociations du GIEC pour faire progresser la conscience mondiale, la conscience universelle sur les enjeux du climat. Et l'Union européenne, alors moi je suis candidat au Parlement européen. Le Parlement européen, c'est un espace où on parle beaucoup, mais ce n'est pas nécessairement l'endroit où on a le plus de pouvoir contraignant. Une grande partie du pouvoir européen est au Conseil des ministres, mais en tout cas, ce que personnellement je m'engage à faire, c'est de plaider partout où on peut plaider pour sensibiliser, parce qu'on ne peut pas passer à côté de cet objectif. On a déjà raté plusieurs rendez-vous. Vous savez, moi j'ai été étudiant en 1992 et on préparait la conférence de Rio et j'ai travaillé sur la conférence de Rio en 1992. Et en 1992, on savait déjà que les enjeux du réchauffement étaient là. On avait l'enjeu à l'époque aussi qui était l'enjeu du trou dans la couche d'ozone. Qui s'est résorbé. Qui s'est résorbé, mais d'autres enjeux sont là et ce ne sont pas des enjeux nouveaux, on doit les prendre en charge. Et au Parti Socialiste, on a fait une transition dans notre réflexion et on est aujourd'hui très engagé, très déterminé à la fois prendre en charge les enjeux sociaux d'inégalité et les enjeux environnementaux et climatiques. Parce que si la population est fragilisée, si les injustices et les inégalités s'accroissent, vous avez plus de difficultés à rencontrer les enjeux du climat. Et donc les deux enjeux doivent être pris en parallèle et c'est tout l'enjeu de l'écosocialisme. Alors Sofiane, vous à la région, vous avez la dure tâche en fait de réconcilier un peu emploi, verdurisation, logement, aussi les problèmes de logement dans la région bruxelloise, et la verdurisation, la qualité de l'air, les fameux circuits courts. À Paris, on parle des pariculteurs. Est-ce que qui est d'ailleurs une ville où l'édile est du même courant de pensée que vous, c'est aussi une socialiste. Tout à fait. Donc est-ce que vous allez lancer des projets un peu à la Hidalgo Écoutez, avant toute Bruxelles, chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un grand défi démographique à Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui plus d'1,2 million habitants. Et ce n'est pas rien. Depuis les années 2000, la population ne cesse de croître, ce qui est bien également, mais il faut aussi répondre à toutes les attentes de nos concitoyens. Aujourd'hui, il y a 43 000 ménages qui sont en attente d'un logement. Il y a 60% de personnes aujourd'hui qui louent, 40% qui sont propriétaires. Et donc, nous avons un ensemble d'engagements qui seront pris en vue de répondre aux attentes de nos concitoyens. Par exemple, avoir 15% de logements minimum dans chaque commune. Et donc cette construction, ce développement de logements publics et sociaux sont très importants pour nos concitoyens qui attendent cette construction de logements. Nous avons aussi un engagement de contrats locaux de logement, c'est-à-dire un contrat local par commune pour nos 19 communes en vue de répondre aux attentes de nos concitoyens. Et c'est là un enjeu très important pour Bruxelles, pour notre région, et qui s'inscrit logiquement dans la thématique du climat. Et donc à travers le fédéral, à travers l'Europe, à travers le concert des nations.
Et donc oui, il y a le problème de logement, mais il y a aussi le problème d'emploi à Bruxelles, contrairement au reste du pays, ce qui est un peu paradoxal. On a une capitale qui est quand même un phare économique, un phare mondial avec l'Europe et tout ça. Puis là, on se retrouve avec quand même un pourcentage de sans-emploi quand même important par rapport aux autres régions et même à la moyenne nationale. Quelles sont les mesures principales de demain? Vous êtes en continuation à la région. Quel tournant sur ce point-là vous allez prendre? Écoutez, il n'est pas sans rappeler que le taux de chômage ne cesse de décroître, ce qui est une bonne chose. Suite à tous les engagements qui ont été pris par notre parti, le Parti socialiste, et par notre ministre-président Rudy Verwoerd, nous sommes à un taux de chômage de 15% en moyenne à Bruxelles, qui ne fait que décroître. Et donc ça prouve qu'il y a tout un travail qui a été fait en vue de trouver de l'emploi à nos concitoyens, mais surtout un travail qui a été fait dans l'enseignement. C'est une de mes priorités, une priorité très importante en tant que jeune aujourd'hui. J'estime qu'il faut construire de plus en plus d'écoles, qu'il faut rénover les écoles en déficit d'image et les ouvrir sur les quartiers. Je pense qu'aujourd'hui, si nos concitoyens, si nos jeunes sont éduqués, ils représentent l'avenir de demain. Et donc, ils peuvent devenir des cadres, ils peuvent avoir des emplois importants. Et donc, je pense que l'éducation est primordiale là-dedans. Il y a tout un travail qui a été fait. Et donc, si demain je suis élu député au Parlement bruxellois, je continuerai dans cette dynamique qui est lancée par notre parti, le Parti socialiste, et par notre ministre-président Rudy Verwoerd. Alors, on va se tourner un peu sur des questions fédérales. L'emploi, vu que cette législature est quand même socio-économique. Tout à fait. Donc, se sont concentrés sur ça. Qu'est-ce qu'à votre avis, il manque au fameux job de notre Premier ministre? Écoutez, je pense que notre tête de liste, M. Ahmed Laouaj, durant ses nombreuses interpellations, il a été très clair là-dessus. Donc, il y a un déficit et il y a un manque flagrant. On nous a promis pendant longtemps que le job allait répondre aux besoins. Ils nous ont bien évidemment fait miroiter un certain nombre de choses avec des échéances, avec des objectifs. Mais malheureusement, les mesures qui ont été prises, c'est toujours dans une orientation. Et souvent, l'autre orientation, qui est la plus demanderesse, a été oubliée. Je pense que personnellement, aujourd'hui, c'est un échec. Au niveau local, même si au niveau de la région, et je pense que la compétence régionale le démontre au niveau de l'emploi, les mesures qui ont été prises ont été orientées différemment par rapport à l'ambition fixée au niveau fédéral, et souvent il n'y a pas d'interaction entre les deux. Et donc aujourd'hui, le Parti socialiste propose tout à fait autre chose au niveau fédéral, mais certainement au niveau régional, qui vont redonner une autre orientation beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus productive que celle qui a été proposée aujourd'hui. Donc oui, on nous a annoncé beaucoup de choses, oui, nous avons annoncé un certain nombre de choses, mais il y a un grand échec sur ce plan-là. Donc vous donnez des chiffres aujourd'hui, on peut vous donner n'importe quel chiffre, mais en tout cas aujourd'hui au niveau fédéral, cette matière précisément n'a pas apporté les fruits escomptés. Alors, je vais me tourner vers l'Europe. Et pour une dernière question sur l'Europe, après on va passer à une petite conclusion chacun. Donc, vous avez fait un très bon constat du présent et du futur de l'Europe avec cette montée des populismes et surtout au Parlement européen. Déjà, les dernières élections européennes, on a vu une marée nationale de Front National. Aujourd'hui, d'ailleurs, un des grands ténors de ce populisme, de cette extrême droite, Jean-Marie Le Pen, faisait ses adieux au Parlement européen. On se retrouve avec des propositions venant de Macron, se propose aussi avec une Europe qui est assez dominée par le PPE, qui est donc le parti européen de droite, même s'il est en alternance au Parlement européen avec le groupe socialiste. Donc, comment allez-vous, en tant que
député socialiste et de gauche, comment allez-vous essayer d'insuffler à cette Europe qui risque d'être malheureusement encore dominée par le PPE de manière très claire, la vision elle est très claire. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas défendre l'Europe aveuglément, mais se dire qu'il nous faut une autre Europe. Et pourquoi il nous faut une autre Europe? Parce que l'Europe, telle qu'elle a continué à se développer après la crise de 2008, après la crise financière de 2008, est une Europe qui continue à favoriser les plus riches. Et ça, c'est totalement inacceptable. Après la crise de 2008, où on a injecté des milliers de milliards dans les banques pour les sauver, les banques et le secteur financier ont continué à accumuler de la richesse de manière particulièrement inégalitaire. Les inégalités s'accroissent. Une mesure phare, l'impôt sur. Alors il y a moi je vois deux pans. Hein. Il y a un premier pan, c'est la fiscalité. Il faut faire converger la fiscalité européenne sur les entreprises, par exemple. Les grands groupes américains vont se localiser en Irlande, où vous avez un taux d'imposition des sociétés de 12%, qui est une concurrence fiscale à l'intérieur de l'Europe. Il faut faire converger la fiscalité européenne. Il faut un impôt européen sur la fortune. Il n'est pas normal que certains grands patrimoines ne contribuent pas. Il en faut d'ailleurs aussi au niveau national. Mais il faut aussi quelque chose d'autre qui est très important pour des pays comme les nôtres, c'est qu'il faut reconstituer du bien public. Ces dernières années, il y a une idéologie qui nous a menés dans le mur, de dire sans arrêt qu'il faut vendre les biens publics. Aujourd'hui, nous devons reconstituer du bien public. C'est quoi le bien public? C'est d'accumuler du patrimoine parce que le service public est nécessaire. Il y a des secteurs, vous savez, moi je viens d'une région d'ancienne industrialisation. Quand l'industrie sidérurgique, quand l'industrie lainière a eu fini de presser le citron, et de presser les travailleurs et de presser les ressources locales, l'argent est parti ailleurs. Et ils ont abandonné les gens avec souvent des situations dramatiques sur le plan social. Nous disons qu'il y en a qui ne partiront jamais, ce sont les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics doivent investir dans l'économie pour accompagner le développement. Or, aujourd'hui, quand on regarde les avoirs publics, si on calcule ce que les États possèdent par rapport à leur endettement, vous avez des pays qui aujourd'hui ont un patrimoine négatif. Ça veut dire qu'on appauvrit les États et on enrichit les grandes entreprises multinationales. Ça, c'est totalement scandaleux. Il faut absolument changer ce cours de l'Europe. On a besoin d'une Europe qui revient à ce qui a été le grand succès de l'après-guerre en Europe, c'est du développement économique partagé. Du développement économique partagé et de la protection sociale. Parce que cette financiarisation de l'économie, elle met à mal les États, mais quand elle met à mal les États, elle met à mal les hôpitaux. Elle met à mal le transport en commun, elle met à mal les fonctions de sécurité. Et donc on ne peut pas se plaindre d'un délitement de la qualité de vie si en même temps on ne dit pas qu'il faut donner aux États la possibilité d'accumuler du patrimoine au profit des citoyens, parce que nous avons des mécanismes qui permettent d'investir dans des choses productives. On peut investir aussi dans la transition économique, dans la transition écologique. Et on peut investir dans l'innovation, parce que nous aurons besoin d'innovation. L'Europe est archi en retard sur l'intelligence artificielle face aux grands groupes chinois et américains. Or, on sait que dans 10 ans, 15 ans, la plupart des choses qu'on va utiliser dans notre vie quotidienne seront gérées par de l'intelligence artificielle. Si on doit se reporter sur les technologies qui viennent d'ailleurs, on en sera les victimes, et donc il faudra aussi penser à l'accompagnement social de tout cela. Donc voilà les grands enjeux. La vision, elle est très claire. La première question qu'il faut mettre sur la table à l'Europe, c'est la question de l'Europe sociale. Et il est hors de question de continuer à défendre une Europe qui va dans le sens des grands intérêts. Sur ce, je vais vous demander chacun mais 1 minute de conclusion sur, comme vous êtes ici à la télévision du Vivre Ensemble, Al-Mouatine, c'est le citoyen, donc c'est le vivre ensemble des communautés qui a été aussi mis à mal ces dernières années et continue, même au-delà de nos frontières. Alors si chacun, en commençant par monsieur Achaoui, en 1 minute, un souhait, un engagement pour le vivre ensemble en Belgique et à Bruxelles, et puis en Europe par la suite. Le vivre ensemble, j'ai l'occasion de lire là. Vivre ensemble, c'est la tolérance, c'est le partage, la liberté. Je pense que ce sont des slogans, mais ça ne doit pas rester des slogans aujourd'hui. Je pense que Bruxelles, la Wallonie et la Belgique est un pays où la multiculturalité est une richesse.
Les gens ne doivent plus vivre à côté, vivre ensemble. Et je pense que Bruxelles est un bel exemple. Un bel exemple puisque nous vivons tous les quartiers, quasiment toutes les communes aujourd'hui. Il y a une communauté diversifiée, riche. Je pense que les consciences sont tout doucement en train de changer. Il faudra un peu plus de temps. Avec l'espace européen qui est venu s'ouvrir, et donc il y a un arrivage, je dirais, de communautés de cultures différentes. Et donc, on n'a pas le choix finalement. Donc, à partir du moment où le subconscient, la conscience se dit que nous n'avons pas le choix, le vivre ensemble n'est pas une condition imposée, ça doit être naturel. On doit pouvoir accepter l'autre. Et c'est pour ça que je lis ici, vivre ensemble, c'est la tolérance, parce qu'après la tolérance, c'est la paix, puis la liberté et l'unité. Ce sont des slogans exceptionnels et je pense que tout un chacun. Il va falloir encore une fois, je pense, encore travailler un petit peu, mais je reste très optimiste et très positif par rapport à ça, parce que je vois, depuis 18 ans qu'on est en politique, on voit le cheminement, un cheminement qui est positif. Il y a encore pas mal de batailles, pas mal de combats qu'il va falloir encore, mais je pense que les choses s'inscrivent tout doucement. Et moi, je suis de nature très, très positive, très optimiste. Moi, je crois à la valeur de l'homme, la valeur de l'unité, la tolérance, et je pense que ce sont des valeurs que nous devons porter, au-delà de l'orientation politique. Monsieur Sofiane El Sayed, Eh bien, pour vous. Bruxelles, comme vous pouvez le savoir, c'est 182 nationalités. Nous sommes l'exemple vivant du vivre ensemble, du respect de l'autre, du respect réciproque, de la solidarité. Et donc, ces valeurs fortes, ici à Bruxelles, elles sont vivantes. Et je pense que la plupart des Bruxellois, dont mes collègues et moi-même, avons cette grande chance d'avoir une double culture. Et quand on a une double culture, et même quand on ne l'a pas, à partir du moment où on vit à Bruxelles, on est dans le vivre ensemble. Et je ne peux être qu'optimiste pour voir Bruxelles encore plus rayonner et plus qu'elle ne rayonne aujourd'hui. Alors ce vivre ensemble bruxellois, pouvons-nous l'apporter en Europe ? Il y a un vivre ensemble bruxellois qui s'est construit patiemment et qui est encore en cours de construction. Moi, je l'ai beaucoup observé et quelque part, il y a de la satisfaction à voir. Mais le vivre ensemble, comme la qualité de notre vie, elle est aussi menacée par les déséquilibres. Les grands déséquilibres aujourd'hui, ce sont les déséquilibres financiers, les déséquilibres entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Je vais vous donner un exemple. Le spectre qu'on doit éviter à tout prix, c'est le spectre de la Grèce. Un pays qu'on a mis à genoux financièrement. Un pays où les Grecs se sont retrouvés à avoir faim. Et vers qui se sont tournés certains Grecs qui malheureusement se retrouvaient dans des conditions de dénuement terribles? Ils se sont tournés vers les distributions alimentaires de l'extrême droite. Et l'extrême droite a sensibilisé, a capté des gens comme ça en offrant des colis alimentaires. Si bien qu'aujourd'hui, on voit une population, parce qu'elle est précarisée, se tourner vers des mauvaises réponses. Et lorsque vous allez à Athènes aujourd'hui, il y a des lieux à Athènes, si vous êtes étranger de couleur de peau différente, où vous n'êtes pas en sécurité. Il y a un très beau film qui a été réalisé par Angélique Kourounis de la RTBF qui s'appelle Aube dorée. Si demain on continue à fragiliser la population wallonne, qui est le parti d'extrême droite grec, qui a presque 18 députés au Parlement grec, et qui est le spectre qu'on doit éviter. Parce que si demain on continue à fragiliser la population wallonne, fragiliser la population bruxelloise, fragiliser la population flamande, eh bien le risque de se tourner vers des réponses autoritaires ou vers des réponses xénophobes, eh bien il aurait été provoqué par la déstabilisation sociale de nos sociétés. Et pour le vivre ensemble, il doit y avoir une base d'une société apaisée et équilibrée sur le plan social. Et si on ne veut pas entendre cet avertissement qu'on est en train de lancer aujourd'hui, eh bien nous allons nous diriger vers des grandes difficultés. Le gouvernement fédéral actuel, avec M. Michel et M. De Wever, ont commencé à saboter le modèle social. Si on leur donne encore les mains libres, les manettes pour 5 ans de gouvernement fédéral, alors tout le vivre ensemble va être menacé. Et j'appelle tout le monde à la prise de responsabilité. Aujourd'hui, on doit crier très fort, et notamment Bruxelles, qui a cette chance d'être une ville aujourd'hui portée par une jeunesse formidable de toutes origines, de dire il nous faut de la multiculturalité, mais de la multiculturalité sociale, ancrée dans les quartiers, et qui croit dans ses citoyens. Ça, c'est véritablement le message qu'on doit porter aujourd'hui. Je voudrais remercier donc mes invités pour ce très intéressant débat et ces enjeux très importants pour nous. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel Voix de fait spécial élection 2019. Au revoir et à bientôt.